Merci beaucoup, c'est Mustafa. Bonjour tout le monde. Donc cette thématique est intéressante parce que moi aussi, quand on m'a posé la question, me disant une thématique comme ça, est-ce que c'est intéressant? J'ai dit je ne sais pas, mais on va voir. Elle est intéressante pour la simple raison que quand on prend un nouveau-né prématuré, assez souvent on est intrigué, enfin on s'intéresse, nous les pédiatres, à une population très particulière. La population des extrêmes prématurés, 26 semaines, 28 semaines, et ainsi de suite, qui posent problème, certes, et entre autres des problèmes nutritionnels. Mais il y a une population qui nous intrigue le plus actuellement, c'est celle qu'on appelle les late prétermes ou ce qu'on appelle les termes précoces. 37, parce que le terme réellement, c'est 39 semaines. Parce que quand on a des enfants qui naissent à 37 semaines, qui est le terme administratif, je rappelle, de l'OMS, donc ce sont des termes précoces et des enfants qui ne sont pas encore matures. Vous allez me dire, les garçons, ils ne maturent jamais, mais c'est pas grave, au moins physiologiquement, ils maturent. Donc il y a deux problèmes. Il y a le problème de la nutrition, il y a le problème de césarienne. Les césariennes, le taux de césarienne explose à travers le monde. Et en particulier dans les pays où vous avez à ce moment-là un taux de césarienne qui explose dans les pays qui n'ont pas de moyens. Vous allez regarder, j'ai classé les pays en fonction de taux de césarienne. Vous voyez, en dessous de 30% ou 35%, vous avez ici tous les pays qui sont à revenus très élevés. Quand on regarde par exemple la Belgique qui sont à 15%, vous avez la Finlande qui est à 15%, ils sont pratiquement tous les pays à fort rendement, ils sont moins de 20%. Alors les statistiques marocaines montrent que le Maroc est environ de 15%, comme vous l'avez vu. Alors que les pays à moyens limités, vous voyez, le Brésil, ils sont à 55%. Ça, c'est ce qui est déclaré à l'OMS. Peut-être que c'est encore plus dans le secteur privé. Donc, on arrive à des taux de césarienne où un enfant sur deux dans certains pays naît par césarienne. Donc, on a ce double problème. Et cette naissance par césarienne, elle va faire quoi? Elle va concerner malheureusement pas ceux-là. Ceux-là, on sait s'en occuper au niveau nutritionnel. On leur pose un caté, on se débrouille très bien pour le faire. Elle va concerner ceux qui sont entre 36, 37, 38 semaines. Ce sont les termes précoces. 36 plus 5, 36 plus 2, ce n'est pas 39. Donc, ces termes précoces, quand on regarde leur composition, eh bien, on se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous prenez la composition d'un fœtus au moment de la naissance, vous voyez la différence entre un 36 semaines et un 40 semaines. Vous voyez que celui qui est né à 36 semaines, il a 30% de moins de gras que celui qui est né à 40 semaines. Donc, quand on est à 37 semaines ou 38, on a 15 à 20% de moins que de gras. On dit, il est petit, il pèse 2,8 kg ou 2,9 kg. Oui, il est petit, mais il est maigre aussi. Maigre, ça veut dire qu'il n'a pas de réserve. Ça veut dire qu'il y a risque d'hypoglycémie. Risque d'hypoglycémie, ça veut dire qu'il faut le sucrer rapidement. Le sucrer rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lui donner le biberon en salle de naissance ou à la maternité. Et deuxième chose, quand on regarde par exemple à 36 semaines ou même à 37 semaines, on a un réflexe de succion, déglutition et coordination, succion, déglutition, respiration, qui est encore à peine mature, à peine. Donc c'est des enfants qui ont des difficultés à boire rapidement, à boire suffisamment et à respirer en même temps. Et la même chose quand on regarde le taux d'hospitalisation chez les enfants qui sont late préterme par rapport aux nouveau-nés à terme. Vous voyez, c'est marginal les nouveau-nés à terme. Vous voyez un certain nombre de late préterme, donc 35, 36, 37 semaines, 38 semaines, ce qu'on appelle les termes précoces, ils sont hospitalisés, soit pour des détresses respiratoires, soit pour des ictères intenses, donc ils ont un certain nombre de facteurs d'être hospitalisés. Après, on arrive aux moyens qu'on va utiliser pour nourrir ces enfants. Il y a énormément de moyens, mais le moyen qui nous concerne nous tous et qu'on veut à ce moment-là favoriser, c'est l'allaitement. En particulier dans nos pays à nous qui ont des moyens limités. Donc, c'est l'allaitement. Et l'allaitement, il passe par quoi? Il passe bien sûr par 2 ou 3 choses. La promotion, la sensibilisation et surtout ne pas nuire aux femmes qui vont allaiter. Ne pas nuire à ces femmes qui vont allaiter. Il y a plusieurs études qui montrent que quand on regarde par exemple le nombre d'utilisations
de parentéral ou bien les difficultés d'alimentation chez le nouveau-né prématuré, chez le nouveau-né prématardif, 36-37 semaines, ils sont 2 à 3 fois plus élevés que le nouveau-né qui est né à 39-40 semaines. Donc c'est une réalité statistique voilà. Et donc quand on s'intéresse à cette nutrition et on se dit je veux bien promouvoir l'allaitement maternel, mais la femme, elle veut accoucher telle date, elle sera à 37 semaines et demie. Je vais lui faire une césarienne, donc on va se retrouver dans le trouble nutritionnel parce qu'il y a une césarienne qui est programmée à un terme qui ne permet pas à l'enfant de manger convenablement tout seul. Pourquoi? Parce que quand il veut manger tout seul, il va prendre le sein. Et le sein, ça passe par une phase qu'on appelle la lactation. La lactation, elle est basée sur 2 éléments qui sont la production du lait, enfin la synthèse du lait, et l'éjection du lait. Donc cette synthèse, elle se fait où? Elle se fait au niveau de l'épithélium, au niveau des lactocytes qui forment l'épithélium mammaire, qui est sécrété de manière continue par les acinis, stocké dans la lumière alvéolaire, et l'éjection nécessite des hormones, en particulier l'ocytocine. Et pour la production, elle nécessite une deuxième hormone qui est la prolactine. Ce qui fait qu'il y a une synthèse qui est entretenue par une stimulation locale et un réflexe par rapport, donc une liaison par rapport à l'hypothalamus et qui permet à ce moment-là une stimulation et un feedback des 2 côtés. Et ça nécessite naturellement ce contrôle ou cette espèce de régulation nécessite donc cet axe doit fonctionner convenablement. Pour fonctionner convenablement, il faut une réaction de succion de la part du nouveau-né et stimulation donc de cet axe qui va permettre à ce moment-là l'éjection et le stockage. Donc la glande mammaire ressemble un petit peu à ça. Ce qu'on voit par exemple aussi, c'est que quand on regarde de manière scientifique pour savoir est-ce que cette glande mammaire réellement elle réagit au moment de la stimulation par la succion, c'est une étude qui est faite chez 21 femmes. Vous voyez, ça ce sont les canaux galactophores chez la femme et vous voyez que ces canaux, lorsqu'il y a une stimulation par la bouche du bébé au niveau de la zone, enfin du mamelon de la mère, vous avez une augmentation considérable de ces canaux galactophores qui se remplissent d'une manière incroyable. Et ça, c'est une écho qui est faite pendant l'allaitement, c'est-à-dire que la mère allaite et la personne qui fait l'écho, et là, il y a le canal galactophore qui a été vidé par le bébé, il se remplit et il éjecte en quelques secondes. Il se remplit et il éjecte en quelques secondes. Ça veut dire que cette stimulation, quand on fait une césarienne, on prive cette mère de cette stimulation immédiatement après la naissance. Donc, cette physiologie qui est fondée sur cet équilibre hormonal entre la glande mammaire plus l'axe hypothalamo-hypophysaire basé sur cette baisse rapide et immédiate de la progestérone et une augmentation, une stabilité de la prolactine, plus un mouvement de la prolactine à chaque succion, parce que la prolactine bouge à chaque succion, associé également à l'ocytocine qui va permettre l'éjection. Il y en a une qui permet la production et l'autre qui va permettre l'éjection. Donc il y a une sécrétion continue, mais au moment de la tétée, il y a une augmentation du taux de prolactine et en même temps un taux d'éjection important. Et là, vous voyez, donc ça c'est le taux de, comment c'est, en postpartum, donc la montée laiteuse, qui se fait de manière extrêmement exponentielle et très brutale, quelques heures après l'accouchement. De la même manière, on voit la composition du lait qui va devenir très très riche en sucre et en protéines et ainsi de suite, et qui va à ce moment-là changer au fur et à mesure de l'allaitement. Je passe là-dessus pour ne pas vous casser la tête avec ça. Donc la césarienne et l'allaitement, c'est quelque chose quand même qui est assez impliqué. Pourquoi? Parce que quand on fait une césarienne, on ne permet pas à cette femme d'avoir un contact immédiat avec son bébé, et surtout parce que ce qu'on appelle l'initiation précoce de l'allaitement, c'est mettre le bébé au sein dans les 30 minutes après la naissance. C'est-à-dire en dessous de 30 minutes. Et on tolère jusqu'à 1 heure.
dans certains centres. Mais les centres qui sont très rigoureux, c'est dans les 30 premières minutes. Et quand la mère accouche par voie basse, c'est faisable. Quand elle accouche par césarienne, c'est malheureusement pas toujours possible. Et là, on voit cette étude qui est faite en 2002, qui avait à ce moment-là comparé les naissances par voie basse simple, les voies basses instrumentales et les césariennes. Et on voit tout de suite que, en fait, la mise au sein, elle dépend bien sûr de la voie d'accouchement. Vous voyez, et là, ce sont les 4 centres, les 4 centres ici. Et là, ce sont les voies d'accouchement. Vous avez la voie basse spontanée, vous avez la voie basse instrumentale et vous avez la césarienne. Et on voit la différence entre ici et là, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est malheureusement centre dépendant. Vous avez de l'autre côté la même chose. Vous avez les centres 1, 2, 3, 4 et vous avez à ce moment-là des centres qui mettent au sein très vite, dans les 30 premières minutes, par exemple le centre numéro 4. Vous voyez, 80% des femmes sont mises au sein dans les 30 premières minutes. Alors que là, vous avez même pas 20%, ici, même pas 20% qui sont mises au sein pendant les 30 premières minutes. Donc, il y a à la fois la voix, mais il y a également la sensibilisation de l'équipe. Et quand vous avez les deux qui ne fonctionnent pas très bien, en particulier dans les centres qui n'ont pas l'habitude de la promotion de l'allaitement, ça se complique. Ici, on voit bien sûr là, le moment de la première tétée. Donc, à ce moment-là, en fonction des hôpitaux, vous voyez, ce centre-là, tous les enfants sont mis au sein dans les 10 ou 15 premières minutes de vie. Alors que les autres, vous voyez, ça dépasse largement les 30 premières minutes de vie. Et ça donne quoi comme conséquence? Eh ben, ça donne tout simplement, quand vous allez comparer les enfants qui sont nés par césarienne versus ceux qui sont nés par voie basse, en fonction des centres, vous avez des centres où vous avez 80% des enfants qui sont mis au sein rapidement lorsqu'ils sont nés par voie basse. Et surtout, le même centre, il met des enfants au sein, même lorsqu'ils sont nés par césarienne. Parce qu'il y a une sensibilisation. Alors que les autres, il n'y a aucun qui est mis au sein parce qu'il est né par césarienne. Tout simplement parce que la femme en fait la césarienne, parce qu'après, elle va passer en poste de surveillance post-opératoire, et ainsi de suite, et ça traîne. Jusqu'à H3, H4, qu'est-ce qu'on fait? Il a faim, on lui donne le biberon. Donc la mise au sein précoce, elle dépend de 2 choses. Elle dépend bien sûr de mode d'accouchement, mais également de la culture médicale locale vis-à-vis de l'allaitement. Deuxième chose, le pot à pot. Le pot à pot, il a bien sûr, on en parle de plus en plus dans les soins de développement, dans les unités kangourous et ainsi de suite, leur intérêt. Indiscutablement, leur intérêt a été démontré, y compris au niveau de la promotion de l'allaitement, y compris au niveau de permettre donc les femmes qui font du pot à pot très tôt après la naissance, il y a moins de nécessité d'une part de faire appel à un lait artificiel, et en même temps, il y a les enfants eux-mêmes ne le réclament pas. Ils n'ont pas faim parce qu'ils ont suffisamment de lait de leur mère. Donc les avantages, donc ça on les a vus, tous ces avantages. Mais en même temps, on voit par exemple dans cette étude prospective que la mise à pot dans les 90 premières minutes de vie n'est pas quelque chose de spontané, c'est un travail. Donc là, vous voyez que essayer de mettre en place le pot à pot dans une unité dans les 90 premières minutes. Au début, cette unité-là c'était en 2011, et ils avaient pratiquement 20% qui étaient mises en pot à pot. On arrive à 70% de mise en pot à pot. Et autre élément, vous voyez la supplémentation en biberon. Les enfants qui sont mis en pot à pot, ils n'avaient pas besoin, vous avez très peu besoin, 33% ont besoin de supplémentation au biberon, alors que ceux qui n'ont pas eu le pot à pot, il a l'avantage déjà donc de réchauffer l'enfant, mais surtout, rappelez-vous cette stimulation, cet axe hypothalamo-hypophysaire et cette lactation qui va monter au fur et à mesure, et une augmentation exponentielle à ce moment-là de la lactation. C'est une étude assez intéressante, celle-là. C'est une étude c'est pas une étude multicentrique, je suis désolé, c'est une méta-analyse. C'est une méta-analyse et une revue systématique de la littérature qui est faite par Prior, qui est un obstétricien méga connu, je pense qu'il est belge, et qui concerne 500 000 naissances.
et un peu plus, 500 000 et quelques naissances. Et qu'est-ce qu'ils montrent? Vous voyez, ça c'est le schéma de l'étude. Ils ont fait une méta-analyse, ils sont partis de 594 articles et ils sont arrivés en sélectionnant à 48 articles qui englobent 500 000 et quelques femmes qui ont accouché. Et quand on regarde à ce moment-là l'effet de la césarienne sur l'allaitement, on trouve un effet négatif pour toutes les populations. Disons, toutes populations confondues, on va regarder par exemple l'heure de la mise au sein, la nécessité de rajouter des biberons, la croissance des bébés et ainsi de suite. Donc, sur 500 000 accouchements, et il y a eu, l'effet est négatif, toutes césariennes confondues et toutes voix basses confondues, que ce soit instrumentale, non instrumentale, voix basse, que ce soit en urgence ou voix basse programmée, césarienne programmée ou césarienne en urgence. À ce moment-là, quand on rentre dans les détails. Alors, en ce qui concerne, par exemple, comment il s'appelle, les césariennes, donc l'accouchement par césarienne versus par voie basse non programmée, tout type. Ça, c'est les tout types dont je vous ai parlé. Quand on regarde, par exemple, l'effet de cette césarienne à l'âge de 6 mois sur l'allaitement exclusif à l'âge de 6 mois, on s'aperçoit que l'effet s'estompe. Il diminue, mais il ne disparaît pas complètement. C'est-à-dire que les femmes qui ont accouché par césarienne, elles ont moins tendance à allaiter que les femmes qui ont accouché par voie basse, au début de manière nette, parce que c'est lié à la douleur, parce que c'est lié à la mise en peau à peau qui est tardive, et ainsi de suite. Mais non, après, ça reste, cet effet, ça reste à l'âge de 6 mois. Et quand on regarde, on différencie à ce moment-là celles qui ont eu une initiation, ce qu'on appelle une initiation précoce à l'allaitement, celles qui ont accouché par césarienne versus celles qui ont accouché par voie basse, césarienne, toutes confondues, urgentes ou pas urgentes, voix basse, instrumentale ou non. Donc, toutes confondues, on voit que l'initiation à l'allaitement est également différée. Elle est moins bien. Ça veut dire que la césarienne, tout type de césarienne, est délétère par rapport, sur l'allaitement en tous les cas, par rapport à tout type de voix basse. Quand on regarde les césariennes en urgence, on voit que cet effet diminue un peu. C'est-à-dire qu'une femme qui est en plein travail, qui était en train d'accoucher par voie basse, pour une raison d'anomalie du rythme cardiaque fœtal ou pour toute autre chose, à ce moment-là, on fait une césarienne en urgence. L'effet sur l'allaitement est marginal. Il n'est pas très, très important. Alors que quand on regarde, par exemple, cet effet même sur les césariennes programmées à l'avance, l'effet est franchement net, c'est-à-dire qu'il y a un effet de la césarienne programmée sur la promotion de l'allaitement. Ici, la même chose, c'est une autre étude qui est faite par Ops et collaborateurs. Celle-là, elle montre un peu l'inverse. Donc, elle équilibre l'autre. Sur les césariennes programmées ou césariennes en urgence versus voie basse, on s'aperçoit que finalement, la césarienne qui est faite en urgence, elle est un peu moins bien vécue que celle qui est programmée. Les femmes dont les césariennes programmées, les femmes allaitent un peu moins que celles qui accouchent par voie basse, mais celles qui accouchent par césarienne en urgence, elles allaitent encore moins. Et quand ils sont rentrés dans les détails, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple qu'en cas de césarienne en urgence, l'initiation de la mise au sein, au début, elle est très bien. Il commence très très bien. Sauf que très vite, elles vont avoir des difficultés. Et ces difficultés, elles sont dues à quoi? Elles sont dues, premièrement, c'est que dès la première tentative, elles échouent. Elles échouent probablement en rapport avec cette espèce parce qu'elles vivent cette césarienne en urgence comme une espèce d'interruption de leur rêve d'accoucher par voie basse et ainsi de suite. Et on voit que ces femmes, elles font appel plus facilement à des conseillères en lactation. On voit qu'elles font appel plus à un support autre, leur famille, leurs amis et ainsi de suite, pour pouvoir continuer à allaiter. Et on voit qu'ils ont des difficultés avec leur bébé
pour les calmer, pour s'en occuper et ainsi de suite. Et on voit qu'elles ont également un inconfort elles-mêmes au niveau de l'allaitement. Ça veut dire qu'elles ont des difficultés avec engorgement et ainsi de suite. Donc, l'accouchement par césarienne, il a à la fois cet effet de diminuer de base la promotion de l'allaitement et en même temps, même lorsque la césarienne est faite en urgence, elle a également quelques effets indésirables. Autre élément qui intervient aussi, c'est la colonisation bactérienne intestinale du nouveau-né. On sait par exemple que lorsque le nouveau-né naît par voie basse, la première des choses qu'il va faire en passant dans la filière génitale, il va se contaminer par cette filière génitale, à la fois au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau de la peau, mais en même temps, ce nouveau-né, il va ingérer pendant le travail, il va ingérer une partie de la flore génitale maternelle, et cette flore génitale qu'il va ingérer, elle va à ce moment-là servir comme colonisation, enfin la première colonisation de son tube digestif. Donc c'est une colonisation optimale qui va durer pendant les 4 ou 6 premiers mois jusqu'à pratiquement la diversification alimentaire lorsque le nouveau-né est allaité de manière exclusive. Ce qui fait que cette colonisation est très riche en lactobacilles. Et donc du coup, il va développer une immunité à la fois avec des EGA sécrétoires qui vont à ce moment-là protéger l'intestin du nouveau-né. Et voilà. Et deuxième chose, si l'enfant est colonisé donc par cette flore génitale maternelle, et il va recevoir le lait de la mère. Et le lait de la mère lui-même, il a un microbiome particulier, c'est-à-dire qu'il est colonisé avec les germes de la mère. Et les germes de la mère, l'enfant reçoit des anticorps contre les germes de la mère, même quand ils sont pathogènes. À ce moment-là, il va entretenir son microbiote par cette stimulation continue des germes de la maman. Donc, ceci va jouer une fonction protectrice sur le maintien de cette colonisation. Et le lait de la mère, donc à ce moment-là, il lui apporte à la fois les nutriments, mais aussi tous les facteurs de croissance, mais aussi les oligosaccharides. Et ce microbiome, donc, il est à la fois colonisé à la base par la mère, mais aussi entretenu par la mère. Et la mère, elle l'entretient également en apportant ce qu'on appelle les HMO, et ces HMO, ce sont les oligosaccharides humains maternels, du lait maternel. Et on va en parler tout à l'heure. Et donc là, par exemple, cette étude qui a comparé le microbiote maternel et néonatal. C'est-à-dire qu'on a pris un couple mère-enfant, 81 femmes, et on les était sélectionnés au 3e trimestre de la grossesse. On leur a dit, on a besoin de votre consentement pour faire cette étude. Cette étude consiste à faire des prélèvements à ce moment-là au niveau du nez, de la bouche, du méconium et de la peau du nouveau-né. De la même manière, on fait à ce moment-là un prélèvement au niveau de la bouche, du nez de la maman, de la cavité génitale. Et à ce moment-là, on compare par biologie moléculaire, on compare les souches. Et on voit, par exemple, ça, c'est à la naissance et à 6 semaines. Vous avez à la naissance, vous avez à ce moment-là, vous voyez, vous avez un microbiome qui est quasiment le même. Quasiment le même. Et vous avez à ce moment-là, le bébé, il reçoit les germes de la maman, parce que là, il reçoit les germes de la maman, elle en a beaucoup, mais il le reçoit un tout petit peu. Là, elle en a beaucoup, il reçoit un peu. Là, il en a beaucoup, elle reçoit un peu, et ainsi de suite. Donc, la colonisation se fait, donc là, c'est confirmé que la colonisation se fait par les germes de la mère. Quand on regarde après 6 semaines d'allaitement, vous voyez qu'après 6 semaines, vous avez une modification du microbiote et du microbiome néonatal, en particulier au niveau de la peau et au niveau des selles. Au niveau des selles apparaissent quoi? Ils apparaissent Escherichia coli et Klebsiella, qu'on n'a pas retrouvé chez la mère. Il garde 2 éléments fondamentaux au niveau de la bouche et au niveau des narines. Il va garder des lactobacilles qu'il a hérité de la mère. Donc on voit qu'il garde une partie qui est héritée de la mère, mais tout le reste, vous voyez, une colonisation complètement différente de la mère par rapport à ce qu'il a. Donc il va développer au bout de 6 semaines, son propre microbiome. Donc, ce microbiote,
influencé donc par le mode de naissance, certes, il est influencé également par le mode d'allaitement. Lorsque la mère allaite, à ce moment-là, elle entretient une partie du microbiote néonatal. Et ce microbiote néonatal va, à ce moment-là, avoir un retentissement sur le développement à l'âge adulte. Donc, le développement du microbiote intestinal précoce, il est lié à la fois à la colonisation initiale, au moment de la naissance, et au type d'allaitement. Je conclus. C'est ça? OK. Je conclus très vite. Je voulais parler des HMO. Hop. Voilà. Donc, à la naissance, on a donc la naissance par césarienne interfère avec la quantité et la qualité du microbiote de l'enfant, et surtout, elle interfère également avec l'initiation ou non de l'allaitement. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis lorsqu'il y a des difficultés d'allaitement, malheureusement, vous avez à ce moment-là, ou heureusement, il y a des formules adaptées. Et dans ce cas-là, le pédiatre doit choisir la formule la plus adaptée, celle qui contient au moins les gosses et le phos. Et si, de préférence, elle contient d'autres éléments, ce qu'on appelle les HMO de type maternel. Et que ce soit ce qu'on appelle les symbiotiques. Et il faut également favoriser le contact très précoce avec la mère, y compris en cas de césarienne. Merci de votre attention.